Je suis ravie d'être devant une assemblée si nombreuse. Et donc, on va aborder cette question sur la place des plasmaphéreses dans les vascularites à ANCA. Pour qui qu'est-ce qu'on fait, nous, en pratique? Qu'ont donné les recommandations récentes? Quelles sont les modalités éventuellement qu'on peut utiliser? Voici mes liens d'intérêt. Et les questions posées, je voudrais commencer par un petit rappel de pourquoi est-ce qu'on a envie de proposer des plasmaphéreses aux patients avec une granulomatose avec polyangéite ou une polyangéite microscopique. Qu'ont montré les études MEPEX, qui étaient en faveur des échanges plasmatiques, en tout cas initialement, et l'étude PEXIVAS. Que proposent les dernières recommandations EULAR? Et vous allez voir, c'est un peu contradictoire avec les conclusions de l'étude PEXIVAS, et on va essayer de comprendre pourquoi. Et en pratique, nous, quand on est devant un patient, quels paramètres peuvent nous influencer pour nous décider à choisir ou non de réaliser des échanges plasmatiques? Et si jamais on décide de faire des échanges plasmatiques ou des plasmaphéreses de façon générale, est-ce qu'il faut choisir une technique plutôt qu'une autre? Et pour ça, je vous présenterai quelques données personnelles non encore publiées de l'étude CINEVAS. Alors, pourquoi faire des échanges plasmatiques dans les vascularites à ANCA? Vous savez que dans le plasma, on a l'albumine, le fibrinogène, les facteurs de coagulation, des lipoprotéines, des cytokines, mais aussi et surtout, ce qu'on veut éliminer ici, des immunoglobulines, dont nos auto-anticorps ANCA et anti-MBG, des facteurs du complément, des cytokines, y compris inflammatoires. Et on a environ 2,5 litres de plasma quand on est quelqu'un qui pèse environ 70 kg avec un hématocrite à 45%. Alors les ANCA, ils sont intéressants pour ça, pour les échanges plasmatiques, enfin pour les plasmaphéreses. C'est majoritairement, en grande majorité, des IgG, des anti-MPO, anti-PR3. Ils ont un haut poids moléculaire, ils ont une longue demi-vie. Et donc finalement, quand on va traiter un patient par immunosuppresseur, les ANCA persistent encore quelques temps, même si la synthèse diminue rapidement. Et puis, ils ont une distribution surtout intravasculaire avec peu de dépôts tissulaires, donc il n'y a pas tellement de relargage par interstitium ou par les organes. Quand on va faire des plasmaphéreses, on va pouvoir utiliser différentes techniques. Les plus classiques, c'est les échanges plasmatiques, où le plasma peut être séparé soit par centrifugation, soit par un plasmafiltre. Et à chaque fois, le plasma du patient est éliminé et on va remplacer ce plasma, en général par de l'albumine, mais également éventuellement complété avec du plasma. Comme dans les vascularites à ANCA, ce qu'on veut, c'est surtout retirer des éléments péjoratifs. On n'est pas nécessairement amené à apporter du plasma pour amener une protéine manquante. C'est plutôt pour les problèmes éventuels de coagulation qu'on va apporter une supplémentation en plasma. Donc notre objectif, quand on fait des plasmaphéreses dans les vascularites à ANCA, ça va être d'éliminer rapidement les anticorps et peut-être aussi les anaphylatoxines et les cytokines inflammatoires. Et finalement, les échanges plasmatiques sont utilisés depuis les années 75 à peu près dans cette indication. Et le volume de plasma traité par session d'échange plasmatique, c'est, si on fait 70 kg et qu'on fait 60 ml par kilo, environ 4,2 litres. Donc c'est une fois et demie la masse, le volume plasmatique du patient. On pèse le pour et le contre quand on envisage des plasmaphéreses parce qu'il y a aussi des complications possibles avec ces plasmaphéreses. Premières complications, elles sont liées à l'abord vasculaire. Dans la plupart des techniques, alors sauf par centrifugation, mais dans la plupart des techniques d'échange plasmatique, on va être amené à poser un cathéter central et donc le risque de la pose et de l'infection du cathéter central. On peut avoir aussi des complications hémorragiques qui sont liées en particulier à la déplétion de nos facteurs de coagulation qu'on peut quand même compenser en apportant du plasma. Des complications infectieuses parce qu'on va éliminer entre autres du complément et des immunoglobulines. Des complications métaboliques, et ça on connaît bien ça, avec en particulier l'anticoagulant qui est le citrate. Vous savez qu'on peut décider d'utiliser une anticoagulation régionale de notre circuit pour ne pas faire une héparinothérapie systémique. Et donc le citrate permet de chélater le calcium et d'empêcher l'activation de la voie de la coagulation dans le circuit. Et puis ensuite, on administre du calcium aux patients. Le citrate, il y en a aussi dans les poches de plasma qu'on perfuse pour en apporter aux patients. Et donc ce citrate, d'une part, ça peut favoriser des hypocalcémies si on ne surveille pas suffisamment bien le calcium qu'on apporte. Et puis d'autre part, ce citrate, ça peut faire un volume important avec une surcharge hydrosodée, en particulier chez nos patients insuffisants rénaux sévères
qui ont tendance à se mettre en surcharge. Et puis, ça apporte aussi une charge alcaline, parce que c'est rapidement métabolisé en bicarbonate par le foie. Et donc, surtout quand les patients ont une insuffisance rénale sévère, ils vont avoir une accumulation de bicarbonate et on se retrouve avec des patients avec des alcaloses métaboliques avec 30-35 de réserve alcaline qui peuvent quelquefois être pas bien tolérées et des patients en surcharge. Donc ça, c'est une complication possible aussi qu'on peut moduler par exemple en faisant aussi de la dialyse quand il y a une insuffisance rénale sévère. Les complications infectieuses, on en a parlé, et puis les complications allergiques liées, alors assez rares avec l'albumine, mais un peu moins rares quand même avec les perfusions de plasma. Alors l'essai MEPEX, vous savez qu'il y a eu 2 phases. L'essai MEPEX, qui a plutôt au début montré un bénéfice des échanges plasmatiques, il y a eu sa première publication dans le JASN en 2007, et puis ensuite son suivi à plus long terme en 2013, dans Kiné International. Il s'agissait d'un essai qui comparait des échanges plasmatiques à des bolus de méthylprédnisolone. Donc on avait soit l'un, soit l'autre. On n'avait pas de bolus si on avait des échanges plasmatiques. On n'avait pas d'échanges plasmatiques si on avait des bolus, en plus d'un traitement par cyclophosphamide orale et corticoïdes oraux. C'était des patients qui avaient une première poussée de vascularité en cas et qui avaient plus de 500 de créate ou qui nécessitaient la dialyse. Parmi ces patients-là, certains avaient aussi une hémorragie alvéolaire, à peu près un quart des patients, mais tous avaient une atteinte rénale sévère. Et l'objectif principal de l'essai MEPEX, c'était la récupération rénale à M12, qui était définie par avoir une créate à moins de 500 ou être sevré de dialyse. Et voici le flowchart de l'étude MEPEX. 137 patients ont été randomisés, 69 dans le bras échange, 68 dans le bras bolus. Il y en a qui sont morts avant la fin du suivi à 12 mois, 19 dans un bras, 16 dans l'autre bras, donc beaucoup de mortalité quand même précoce. Et puis ensuite, on a pu analyser 50 et 52 patients dans l'analyse initiale de non-dépendance à la dialyse, qui était le premier essai publié. Et puis ensuite, ils ont été suivis plus longtemps. Il y en a encore pas mal qui ont été soit perdus de vue, soit qui sont décédés et qui ont été inclus dans l'analyse de l'étude publiée en 2013. Alors, en 2007, on montrait qu'avec les échanges plasmatiques, on baissait de 50% la nécessité de dialyse à 1 an si on réalisait des échanges plasmatiques versus des bolus de corticoïdes. Par contre, il n'y avait pas de bénéfice entre les 2 bras sur la survie, ce qui était un peu étonnant. Alors on s'est dit, bon, ok, il y a une forte mortalité au départ, c'est des patients graves, il n'y a pas de bénéfice sur la survie, mais sûrement, puisqu'ils ne sont pas dialyse dépendants, à plus long terme, on aura un bénéfice sur la survie, puisqu'on sait que la maladie rénale chronique, c'est un facteur de, l'insuffisance rénale terminale, c'est un facteur de risque de mortalité très important. Eh bien, ça n'a pas été le cas, puisque dans le suivi MEPEX en 2013, avec un suivi à 3,87 ans, je crois, quelque chose comme ça en moyenne, il n'y avait pas de bénéfice des échanges plasmatiques sur la survie sans insuffisance rénale terminale. Vous avez le bras ici, bolus de méthylprédnisolone, et ici le bras échange plasmatique. Et puis la mortalité était de plus de 50% après 5 ans. C'est une mortalité très importante et pas de bénéfice de MEPEX sur la survie. Donc on s'est dit peut-être qu'on a pris des patients finalement trop sévères. Ces 500 de créate ou plus, et dialysés éventuellement, ils ont une telle mortalité initiale qu'on n'a pas réussi à montrer les bénéfices des échanges plasmatiques. On va faire plus grand. Et cette fois-ci, on va prendre des patients qui ont une atteinte rénale moins sévère et qui éventuellement ont simplement une hémorragie alvéolaire. Et c'est l'étude PEXIVAS. Et donc dans l'étude PEXIVAS, on a une étude de grande ampleur, 704 patients, avec une granulomatose avec polyangéite ou une polyangéite microscopique, avec une atteinte rénale, mais qui n'était pas nécessairement sévère, puisque c'était DFG à moins de 50. Donc on pouvait tout à fait avoir un patient qui avait 130 ou 140 de créate, à condition qu'il ait des signes d'activité de la vascularite, comme une hématurie microscopique, une protéinurie, et que ce soit une insuffisance rénale qui se soit dégradée, ou une hémorragie intra-alvéolaire. Et c'était un essai randomisé contrôlé en ouvert, en double randomisation, comme vous l'a montré Xavier tout à l'heure, échange plasmatique versus pas d'échange plasmatique, dose standard versus dose réduite de corticoïdes. Alors, qui étaient les patients qui ont participé à cet essai? La médiane, c'était 63 ans, une majorité d'hommes. La grande majorité, c'était leur première poussée de vascularité en cas, une majorité de patients qui étaient MPO, et la très grande majorité des patients ont été traités par cyclophosphamide, que ce soit par voie IV ou que ce soit par voie orale. Seuls 15% des patients avaient eu du Ritux. Ils avaient quand même une atteinte rénale sévère pour la plupart, avec une
créate médiane à 330, mais seulement 29% qui avaient plus de 500 de créate ou étaient en dialyse. Et sur ces 29%, 20% étaient effectivement en dialyse. Et puis, il y avait un quart des patients qui avaient une hémorragie intra-alvéolaire, dont 8,5% qui avaient une hémorragie intra-alvéolaire sévère avec une désaturation à 85% ou une intubation. Et alors, cette ETC MEPEX a montré, vous voyez, qu'il n'y avait pas de bénéfice des échanges plasmatiques sur le critère composite dur de mortalité ou insuffisance rénale terminale. Et ce, quel que soit le sous-groupe d'analyse. C'est-à-dire qu'ensuite, on a essayé de découper entre « oui, mais si j'ai la créate à plus de 500 »,« oui, mais si je suis en dialyse »,« oui, mais si j'ai une hémorragie alvéolaire ou pas, etc. » Et en fait, dans tous ces sous-groupes, il n'y avait aucun bras pour lequel les échanges plasmatiques démontraient un bénéfice. Alors comme ça, on a l'impression que l'histoire est pliée et qu'on va arrêter de faire des échanges plasmatiques. Mais en fait, non, on ne s'est pas arrêté là. Et pourquoi ? Je vais vous montrer ce que montrent les recommandations EULAR 2022 et on va discuter sur quoi elles se sont probablement appuyées. Les recommandations EULAR 2022 disent que les échanges plasmatiques peuvent être envisagés, donc ils ne sont pas obligatoires, mais ils peuvent être envisagés dans le cadre du traitement d'induction d'une polyangéite microscopique ou d'une GPA pour les patients ayant une créate à plus de 300 et que cette créate soit liée à une glomérulonéphrite active. Donc si vous avez un patient qui avait déjà fait des poussées précédentes, qui a une insuffisance rénale chronique, qui passe par exemple de 250 à 300, ça ne compte pas. Les échanges plasmatiques restent recommandés pour les patients qui ont également, en plus de leurs ANCA, des anticorps anti-MBG. Ces patients étaient exclus de l'étude MEPEX. On n'avait pas le droit de mettre dans MEPEX des patients qui avaient aussi des MBG. Et l'utilisation systématique des échanges plasmatiques pour traiter les hémorragies alvéolaires n'est pas recommandée. On n'utilise pas de façon systématique les échanges plasmatiques pour les hémorragies alvéolaires. Et les recommandations précisent la présence d'une hémorragie intra-alvéolaire isolée est rare dans les vascularites à ANCA. Le motif de réalisation des échanges plasmatiques est en général l'atteinte rénale et il n'y a pas suffisamment de preuves pour faire des recommandations pour ou contre les échanges plasmatiques dans l'hémorragie intra-alvéolaire isolée. Bon, donc finalement, on se retrouve un petit peu au même point qu'avant l'étude Pexivas avec ces recommandations. On est assez libre de faire comme on veut si le patient a une atteinte rénale sévère. Et puis, on nous le recommande s'il a une atteinte avec des MBG. Alors, sur quoi reposent ces recommandations ? Eh bien, en particulier sur cette méta-analyse publiée en 2022 par Walsh, même auteur que l'étude Pexivas, dans laquelle ont été incluses différentes études, différents essais, dont MEPEX et dont Pexivas, qui pèse le plus lourd dans cette méta-analyse, et qui montrent que concernant la mortalité, eh bien, en effet, la mortalité à M12, il n'y a pas de bénéfice des échanges plasmatiques. En revanche, sur l'insuffisance rénale terminale à M12, malgré le fait qu'avec Pexivas, on n'observe pas de bénéfice, eh bien, si on prend toutes les études, dont MEPEX, on a plutôt un bénéfice sur le taux d'insuffisance rénale terminale à M12. Je vous rappelle que dans MEPEX, les patients n'avaient pas de bolus de corticoïdes s'ils avaient des échanges plasmatiques et n'avaient pas... voilà. Et en revanche, ce bénéfice sur l'insuffisance rénale chronique terminale à M12 se fait au détriment d'un risque infectieux qui est globalement plus important si on a des échanges plasmatiques. Alors ces recommandations, elles disent finalement, ce qu'on peut regarder, c'est le risque de base de développer une insuffisance rénale terminale. Ce risque est assez bas si de base on a moins de 200 de créate, on a moins de 2,5% de développer une insuffisance rénale terminale à 1 an. Ce risque est modéré si on a entre 200 et 300 de créate, 2,5% à 7,5%. Il est modéré à élevé si on a entre 300 et 500. On a entre 7,5 et 25% de risque d'évoluer vers une insuffisance rénale terminale. Et si on est à plus de 500, le risque d'évoluer vers une insuffisance rénale terminale dans l'année est à plus de 25%. Dans ce groupe ici, modéré à élevé, finalement, si on fait des échanges plasmatiques basés sur les résultats de ces méta-analyses, on peut réduire de 4,6% le risque d'insuffisance rénale terminale à 1 an. C'est-à-dire on va traiter 21 patients pour éviter la dialyse à un patient au bout d'1 an. Si on est dans le groupe à haut risque, la réduction elle est de 16% du risque d'insuffisance rénale terminale à 1 an. Ça veut dire qu'il faut qu'on traite 6 patients pour éviter à un patient de se retrouver en dialyse à 1 an. Et concernant les infections, pour chaque patient qu'on traite par échange plasmatique,
pour 14 patients traités par échange plasmatique, on ajoute une infection sévère pour un patient. Alors finalement, quels sont les paramètres qui peuvent influencer notre décision de faire ou de ne pas faire des échanges plasmatiques au cours des vascularites à ANCA? Et ce qui est très important, là c'est juste nous ce qu'on discute en staff, en pratique, et quelquefois en RCP, et par exemple on discute beaucoup aussi entre néphrologues et internistes pour savoir si on va aller ou non proposer des échanges plasmatiques à un patient. Et selon moi, il y a 4 éléments qui sont importants. Le premier élément, c'est le terrain du patient. Et le terrain du patient, c'est son âge, ses comorbidités et sa fragilité. Et sa fragilité, moi j'aime bien utiliser cette échelle-là de fragilité, qui est une échelle dans cet article, qui est un frailty score, où on a un patient très en forme, robuste, qui fait du sport, etc. Ou bien aucun symptôme de maladie active, mais qui sont moins en forme que la catégorie 1, mais qui font souvent des exercices ou sont actifs par période. Par exemple, des gens qui vont aller de temps en temps faire du ski, de la rando, etc. Là, c'est des personnes qui ont des problèmes médicaux, mais contrôlés, mais qui ne sont pas très actifs en dehors de la marche quotidienne. On a ici des patients vulnérables, ils sont un peu ralentis, fatigués, sans être dépendants des autres. Et puis, un ralentissement un peu plus important, on commence à être dépendant des autres, on a besoin pour les tâches ménagères, pour l'aide des médicaments, etc. On a besoin d'aide ensuite ici pour toutes les activités à l'extérieur de la maison. Ensuite, on est sévèrement fragile, on est totalement dépendant, très sévèrement fragile ou en phase terminale. Bon, évidemment, là, la question ne se pose pas. Mais je trouve que cette échelle de fragilité, et en particulier quand on est avec ces patients modérément fragiles ou sévèrement fragiles, elle nous évite quelquefois, je trouve, de surimmunodéprimer ces patients en ajoutant des échanges plasmatiques. La deuxième chose, c'est des éléments liés à la vascularité elle-même. Alors évidemment, le type d'anticorps, et surtout si on a des MBG, mais aussi le fait que ces anticorps soient positifs ou ne le soient pas. Quelquefois, on a des patients qui ont des tableaux typiques de vascularité ANCA, mais sans ANCA. Ben nous, c'est vrai que c'est un paramètre qui rentre dans la réflexion pour dire là, on ne sait pas très bien ce qu'on élimine, plutôt non pour les échanges plasmatiques si on n'a pas d'ANCA circulant. Et puis, concernant l'atteinte rénale, ce qui est important, c'est la créate, ok, à un moment donné, mais c'est aussi quelle a été la cinétique de cette créatininémie. Est-ce que c'est quelqu'un qu'on connaissait il y a quelques mois à 80 de créate et qui prend 100 points chaque semaine, ou est-ce que c'est quelqu'un dont on n'a pas la créate de base, ou bien chez lequel éventuellement une biopsie rénale, parce qu'on essaie de réaliser autant que possible des biopsies rénales pour différencier des lésions actives et chroniques, et donc la présence de lésions actives chez des patients qui sont biopsiables et qu'on peut biopsier, et de lésions très explosives, ça peut être un argument en faveur des échanges plasmatiques. Et c'est des éléments qu'on n'a pas dans Pexivas et dont on attend encore les résultats et les interprétations secondaires de l'étude Pexivas. Et puis concernant les patients qui ont une hémorragie alvéolaire, alors on ne fait plus d'échanges plasmatiques s'il y a un peu d'hémorragie alvéolaire. Par contre, si le pronostic vital est engagé, par exemple le patient est en réanimation et on est dans une situation de sauvetage, nous on propose encore des échanges plasmatiques. Et puis, autre chose qui entre en compte, la voie d'abord. Par exemple, si mon patient a une insuffisance rénale aiguë mais que je n'ai pas l'impression qu'il va avoir besoin de dialyse, est-ce que je vais aller prendre le risque d'aller lui mettre un cathéter central pour faire un échange plasmatique, pour faire des échanges plasmatiques, ou est-ce que je me dis finalement je ne vais pas avoir besoin de cathéter de dialyse, on va essayer de passer sans cathéter pour limiter le problème infectieux. Et enfin, le choix éclairé du patient. Et ça a été discuté en particulier dans cet article. Quand on a des patients avec lesquels on peut discuter et qu'on peut les informer sur ce qu'on espère gagner avec les échanges plasmatiques, moins de risque d'insuffisance rénale terminale à 1 an, mais ce qu'on risque de perdre, plus d'infections sévères, il y a certains patients qui sont capables de décider si pour eux, oui ou non, ils souhaitent faire des échanges plasmatiques. Alors l'intérêt de la biopsie rénale, elle peut quelquefois aider à décider pour ou contre les échanges plasmatiques, mais je vais passer rapidement là-dessus. Je voudrais juste vous montrer l'hémorragie intra-alvéolaire sévère. Il y a eu une sous-étude, une étude ancillaire de Pexivas qui a été présentée à l'ACR l'année dernière, je ne sais pas si elle a été rediscutée cette année, dans laquelle il y avait 61 patients dans Pexivas, dont 29 intubés ventilés. Cette hémorragie alvéolaire sévère, c'était un facteur de risque de mortalité énorme. Et quand on comparait chez ces patients avec une hémorragie intra-alvéolaire sévère, ceux traités par échange plasmatique et ceux traités sans échange plasmatique, il y avait peut-être un bénéfice des échanges plasmatiques qui reste à confirmer.
Alors maintenant, si on doit faire des échanges plasmatiques, est-ce qu'il faut qu'on préfère une autre technique que simplement les plasmaphérèses? Et celle dont je voudrais parler avec vous aujourd'hui, c'est celle des immunoadsorptions, sur lesquelles on a un premier plasmafiltre qui permet de séparer le plasma, et ensuite ce plasma va passer sur une colonne d'adsorption très affine pour les IgG, et donc les IgG vont être éliminés, et puis le reste du plasma va être restitué au patient. Et puis en général, on a 2 colonnes pour pouvoir faire un rinçage pendant qu'on utilise l'autre. Et donc ça, finalement, cette colonne d'adsorption qui peut être cotée soit à la protéine A, soit à des peptides synthétiques qui permettent d'avoir une grande affinité pour les IgG, ça permet de restituer au patient, théoriquement, tout son plasma sauf les IgG. Et donc ça permet aussi de traiter des volumes beaucoup plus importants par session, de l'ordre de 100 ml par kilo. Donc pour quelqu'un de 7 kg, au lieu de 4 litres, ça fait 7 litres. Et ça nous permet de ne pas avoir de soluté de substitution. On n'a pas besoin d'apporter de l'albumine ou d'apporter du plasma, puisqu'on restitue tout ça au patient, sa propre albumine, son propre plasma. Donc l'idée, c'est plus spécifique que des immunoglobulines que les échanges plasmatiques. C'est peut-être plus rapide pour l'épuration des ANCA. Et ça a été déjà étudié dans des petites séries de cas. Il y avait une seule étude randomisée suédoise qui comparait immunoadsorption et échange plasmatique, qui montrait pas de supériorité d'une technique sur l'autre et pas de récupération de patients qui étaient aussi MBG+. Et puis il y a eu une autre petite étude dans des vascularites MBG+, qui montrait que certains patients avaient pu récupérer. Alors tout ça, ça nous a amené à proposer une étude pilote contrôlée, non randomisée, ouverte, qui est l'étude Cinevas, où on a comparé finalement la vitesse d'épuration des anticorps entre échange plasmatique et immunoadsorption. Et on a randomisé 20 patients dans chaque bras, selon les techniques disponibles dans le centre. Échange plasmatique 60 ml kg, substitution à l'albumine et éventuellement ensuite à la fin de la séance du plasma s'il y en avait besoin pour des problèmes de coagulation. Et puis 100 ml kg sur colonne Globafine de Fresenius Medical Care qui finançait cette étude, avec un objectif principal qui était le pourcentage de réduction des auto-anticorps entre le début de la première séance et la fin de la 7e séance. On avait inclus des patients adultes avec vascularité ANCA, MPO ou PR3 ou maladie des anti-MBG qui avaient un traitement d'induction standard, corticoïde endoxan ou corticoïde Ritux, et pour qui l'investigateur trouvait qu'il fallait faire des aphérèses. Alors, je vais passer sur les caractéristiques des patients. Ce que je voudrais vous montrer, c'est le taux de réduction des anticorps qui ne différait absolument pas. Donc, sur cette session, 92%, 83% ici, et ça n'était pas significatif sur le pourcentage de réduction des auto-anticorps. Il y avait juste, par exemple, ici, une petite amélioration au niveau de la séance numéro 3, mais globalement, à chaque séance, ce n'était pas significatif comme bénéfice. Et quand on regardait individuellement les anticorps anti-MPO, anti-PR3 ou anti-GBM, eh bien, il n'y avait pas de bénéfice non plus en termes de cinétique d'épuration. Il n'y avait pas non plus de bénéfice en termes de nombre de séances nécessaires pour négativer les anticorps. Et en revanche, quelque chose qui était déjà connu, on a vu que quand on regarde les IgG totales, eh bien, en effet, les immunoadsorptions, plus vite que les échanges plasmatiques, éliminent les IgG totales et préservent mieux à la fois les IgM et les IgA. Donc, même si elles sont pas exclusivement, elles n'éliminent pas exclusivement les IgG, elles sont quand même plus spécifiques des IgG. Et concernant la tolérance et les problèmes techniques, il n'y a pas eu de différence en termes d'effets secondaires et en termes de devenir des patients. En revanche, les sessions étaient beaucoup plus longues. Les sessions d'immunoadsorption, c'est plus long. Ça traite un plus grand volume de plasma, c'est vrai. Ça nécessite des plus grandes quantités de perfusion de citrate et donc ça peut faire plus souvent des alcaloses métaboliques et des hypervolémies. Il y a évidemment besoin de beaucoup moins de plasma que quand on fait des échanges plasmatiques où on a besoin d'apporter du plasma régulièrement pour des problèmes de coagulation. Et puis, en revanche, en termes d'infusion de fibrinogène, on n'a pas tellement eu besoin de plus de fibrinogène avec les échanges plasmatiques. Donc, je voulais vous montrer que là, depuis Pexivas, les indications des échanges des plasmaphérèses se sont beaucoup réduites, qu'elles restent discutées chez les patients avec une atteinte rénale sévère, surtout s'il s'agit de patients pas trop fragiles, qui ont une insuffisance rénale aiguë avec une cinétique rapide et qui ont des lésions actives histologiques, avec une hémorragie alvéolaire sévère dans un contexte de sauvetage,
et puis donc selon le terrain, la cinétique, la gravité de l'hémorragie alvéolaire, la nécessité ou non de voie d'abord et le choix du patient. Et elle reste proposée en cas d'anti-MBG associé. Mais ça, je ne sais pas combien de temps ça va rester vrai, parce qu'avec la nouvelle molécule qui arrive, l'imlifidase, qui va être utilisée dans les vascularites anti-MBG, peut-être que les échanges plasmatiques seront mis de côté aussi dans cette indication-là. Et si on doit faire des échanges plasmatiques, eh bien, les immunoadsorptions n'éliminent pas plus vite les anticorps que les échanges plasmatiques. Donc continuez à faire les techniques dont vous disposez dans vos centres et avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler. Vous n'avez pas besoin de changer pour passer aux immunoadsorptions. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Noémie d'avoir fait la point sur les échanges plasmatiques dans un temps contracté. Monsieur Guilvin. Oui, là encore une remarque. Autrefois, les échanges plasmatiques étaient faits dans les centres de transfusion, et à peu près 80% d'entre eux, et donc il y avait plutôt peu d'effets secondaires infectieux, puisque c'était toujours sur les voies périphériques, assez exceptionnellement sur les voies centrales. Et les effets secondaires infectieux, qui sont sûrement un facteur limitant à l'utilisation des échanges, c'est l'utilisation des voies centrales, essentiellement dans un milieu ou de néphrologie ou de réanimation, puisque les appareils sont multifonctions. Donc je crois que c'est quand même un élément à souligner, parce que la dangerosité des échanges plasmatiques en voie périphérique, c'est infime en fait. Il y a très peu, il y a un registre français qui est un peu en sommeil depuis longtemps, mais justement les années anciennes sont riches d'enseignements à ce propos. Alors nous, en pratique, je vois qu'on a le centre d'aphérèse de la Conception qui est juste dans le bâtiment d'en face, et très régulièrement on leur demande de venir évaluer nos patients pour savoir si leur veine permettrait de faire un échange périphérique, enfin par centrifugation sur VVP, et c'est assez rarement possible en fait. Donc je ne sais pas si la population a changé, si les veines sont moins bien, etc. Mais je ne sais pas quelles sont vos expériences, mais nous, voilà. On peut avoir en effet le centre d'aphérèse qui se déplace et qui vient avec sa machine de centrifugation faire la séparation du plasma sur VVP, et ça limite la nécessité du cathéter, mais ce n'est pas toujours possible. Oui. Bonjour, Colline Boulet, je suis néphrologue à Vannes. On fait pas mal d'immunoabsorption dans le service, mais par habitude avec les infirmières, on anticoagule plutôt à l'héparine. Et on a l'impression que sur les malades pour lesquels on fait cette technique, pour les vascularites, ils coagulent beaucoup plus et qu'on aurait peut-être à gagner à les anticoaguler plutôt au citrate. Est-ce que c'est des données que vous avez aussi ? Alors non, je ne sais pas s'il y a des données dans la littérature. Chez nous, sur les immunoadsorptions, on fait quasiment exclusivement au citrate, mais on a en effet quelquefois des coagulations aussi et des séances qui sont longues, des nécessités de changer les colonnes, et à ce moment-là, ça devient très coûteux. Ouais. Avant de laisser la question là-haut, est-ce que je peux me faire le porte-parole des personnes âgées assez fatiguées ? Oui. C'est-à-dire que j'ai vu dans ta grille, ou la grille que vous utilisez qui est intéressante, est-ce qu'il vaut mieux être âgé dialysé ou âgé et pas dialysé, peut-être à la faveur des échanges plasmatiques ? Bref, la balance me semble, dans la pratique néphrologique, assez souvent subtile. Oui, c'est vrai. En fait, ça fait partie de notre réflexion, disons, de poser la question du degré de fragilité d'un patient. Ça ne veut pas dire qu'ensuite, on n'a pas un desk committee où on dit lui c'est non et lui c'est oui, mais ça entre en compte quand même. Oui, notamment dans ces formes de vascularite qui s'étalent sur plusieurs semaines ou mois avec une altération marquée de l'état général, ouais. Qui n'est pas la communauté des malades, mais qui, vue en néphrologie, mais qui quand même en concerne un certain nombre. Oui, tout à fait. Des patients qui arrivent déjà très dénutris, ça fait plusieurs mois, il y a du retard diagnostique, etc., et qui ont perdu beaucoup d'autonomie, voilà. Et qui n'ont pas une forme très explosive au moment où on les voit. Au moment où on les attrape. Je crois qu'il y avait une question qui sera l'ultime de cette session. Oui. Oui, bonjour, Arthur Barry, je suis interne à Bordeaux.
En fait, j'ai une question par rapport au type d'anticorps finalement qui a aussi c'est des PR3 et des MPO finalement, parce que les MPO on dit classiquement c'est plutôt des anticorps pathogènes, mais c'est un peu discutable. Mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas des vraies différences? Notamment, je crois qu'il y avait normalement le score là où il y avait selon la biopsie rénale, soit on faisait les échanges plasmatiques ou non. Les PR3 par exemple, c'était très en défaveur des échanges plasmatiques. Après, c'était sur une étude rétrospective, il me semble ça, mais ouais, c'est ça, avec un score de propension pour essayer de voir si on améliorait qu'aurait amélioré l'échange, la réalisation ou non des échanges plasmatiques. Oui. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas de données pour dire que les échanges plasmatiques marchent mieux chez les PR3 ou marchent moins bien chez les PR3. J'ai pas de réponse à cette question. Pas de réponse à cette question. Bon, je crois qu'il est l'heure de clore cette session. Je remercie très vivement les 3 orateurs. Et chacun d'entre vous d'avoir amplement participé à l'interactivité.